C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Mes impressions sur le discours, ce discours du président Biya seront doubles. Premièrement, à titre personnel, et deuxièmement, au nom du CPD, la Cameroun Patriotic Diaspora, dont je porte la casquette aujourd'hui. Je dirais donc en tant que Camerounaise originaire de la région anglophone, ce discours appelant au dialogue national est en retard de à peu près 3 ans. Il était attendu au mois de décembre 2016, c'est-à-dire à peine 2 mois après le début de la crise. Maintenant, pour nous au sein du CPD, nous nous interrogeons plutôt sur le timing de la sortie du président Biya. Le régime de Yaoundé s'est-il finalement rendu compte que la solution militaire n'était pas une option, ou alors est-ce que c'est juste une réponse rapide et cosmétique comme ça à la pression internationale qu'on sait très forte sur le régime de Yaoundé en ce moment? Donc, dans tous les cas, pour nous, au sein du CPD, nous n'y voyons pas un esprit positif. On ne voit pas un esprit positif derrière cette sortie du chef de l'État qui appelle au dialogue national. Le discours du président Paul Biya est un discours qui, à mon humble avis, sera l'un des plus marquants de sa carrière. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. À travers ce discours, premièrement, le président Paul Biya répond à toutes les personnes qui pensaient qu'il avait perdu la main, qu'il ne dirigeait plus le bateau camerounais. Il montre qu'il est vraiment le leader en donnant des informations et en montrant le cap. Deuxièmement, le discours du président Paul Biya est en quelque sorte une leçon en plusieurs points. Leçon dans la mesure où le président Paul Biya se met de recadrer, de montrer la voie et même d'expliquer ce que c'est que la démocratie, la base. Et pour étayer mon propos, le président Paul Biya propose ou explique aux éditeurs, à ses compatriotes, qu'il est important que les Camerounais comprennent que l'accession au pouvoir passe par le jeu démocratique. Et je pense que le mettre dans son discours à ce moment-ci, c'est quelque chose de... Un autre aspect de l'importance du discours du président Paul Biya, c'est qu'il répond aux attentes ou aux questions des Camerounais actuellement, mais aussi aux questions de la diaspora camerounaise. Il les invite à la table pour participer au grand forum qu'il propose. Et un autre élément important par rapport à ce discours-là, c'est que le président Paul Biya rassemble, mais aussi il répond à la communauté internationale en parlant du dialogue. Donc pour moi, pour conclure, c'est probablement l'un des discours les plus importants que le président Paul Biya aura prononcé. Pour terminer, je pense que vu tous les éléments, toutes les crises que traverse notre pays, ce discours-là, dans quelques années, permettra quelle était la hauteur de ses propos. Le 10 septembre dernier, le chef de l'État Paul Biya a prononcé un discours. Pour certains, c'est un discours historique pour résoudre la crise anglophone, le dialogue national. La diaspora, tous les citoyens camerounais sont appelés à participer. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée d'abord au discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, et également la question du dialogue national, en rapport avec la diaspora. Nous sommes tous de la diaspora camerounaise, on peut le dire ainsi. Vous représentez d'abord des forces politiques
Et donc, je propose que l'on décrypte d'abord ce discours. Je rappelle donc, Véronique Lehmann, que vous êtes déléguée à la communication de la section France Nord du RDPC, le parti au pouvoir. C'est cela même. Tout à fait. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Augusta Ipagna, c'est toujours un plaisir. Merci. Vous représentez l'UPC Manidem. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Tout à fait, mais ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. Et ben, c'est l'occasion de se rattraper. Absolument. Très bien. Sans plus tarder, je propose que tout de suite, vous nous dites, vous, Madame Lehmann, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du président de la République? En quelques phrases. Ben, écoutez, je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous écoutent. Écoutez, c'est un discours historique pour moi parce que autant il était attendu, autant il a fait cogiter les Camerounais du triangle national comme de l'extérieur et même la communauté internationale. Quand vous regardez, à mon sens, c'est le discours le plus commenté. Discourir, comme l'étymologie, ce discours fait courir ça et là. C'est à croire qu'il annonçait quelque chose qui était attendu. Donc moi j'ai envie de dire que autant dans le ton de sa voix, autant dans les mots qui ont constitué cette adresse, le président de la République pour moi a été complet et il a été dans son rôle. Vous savez, la parole d'un chef d'État traduit soit sa posture, soit son imposture, ou alors ça peut aussi révéler sa carrure. Pour le coup, il a pris le temps. Vous pensez qu'après 37 ans au pouvoir, il est encore question de parler de posture, ou de carrure, ou de charisme? Vous savez, le pouvoir, ce n'est pas le nombre d'années. Ce sont des choses qu'on règle ou qu'on ne règle pas. Ce sont les circonstances qu'on rencontre. C'est le contexte. C'est aussi le prétexte pour parler aux Camerounais. J'ai comme une mesure de dire que autant on peut compter des années, autant ces années d'exercice de pouvoir peuvent être compliquées. Il faut les contextualiser en fonction des événements et en fonction de ce qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui. Donc, puisque vous me posez la question sur le discours, si vous permettez, on va y revenir. J'ai envie de dire que c'est un discours qui a non seulement fait un état des lieux de la situation par rapport à la crise anglophone, qui a pris le soin de mesurer les différentes étapes par rapport aux méthodes de résolution de conflits. Ça, c'est pour répondre à ceux qui demandent ce qu'ils attendaient depuis 3 ans. On ne peut pas régler un conflit pour ceux qui ont la méthodologie sans avoir certaines avancées. Et ma foi, il a annoncé une solution, pas le dialogue qui était prononcé, qui était demandé depuis, mais il a annoncé un dialogue national. Pour moi, c'est un tournant historique dans l'histoire camerounaise. Le chef de l'État nous dit « Je n'ai peut-être pas fait des choses, comme vous dites si bien, la nature humaine est imparfaite. Venez chacun de votre place pour que nous pensions Cameroun aujourd'hui. » Donc voilà, je pense qu'il y a un état des lieux qui a été fait. Il y a des constats qui ont été faits. Pour reprendre ces mots, il a dit que les solutions avaient été données, des résolutions, mais de manière un peu simpliste. Il a reconnu que l'œuvre humaine était imparfaite. Il a reconnu qu'il n'y aura jamais assez de postes pour tous les Camerounais, qui les réclament, en tout cas pour les mécontents, qui peuvent devenir opposants et contents quand on les contente. Il a proposé une solution, le dialogue national, et il convoque chacun de sa place, filles et fils du Cameroun, de bonne volonté, pour venir discuter de quel Cameroun on veut bâtir demain, quelle citoyenneté, à travers des thèmes qu'il a lui-même listés. Voilà, je pense qu'on aura le temps tout au long de l'émission de décrypter ce discours. Alors, Augusta Ipagna, un discours historique pour Madame Lehmann, qui est donc, je rappelle que vous êtes déléguée à la communication du RDPC, vous prêchez d'abord pour votre chapelle. C'est pas pour ma chapelle, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment grave où les disparités politiques, on parle de la nation Cameroun, on ne parle plus de partis politiques. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du discours du chef de l'État? C'est un discours contraint. C'est un discours contraint parce que, effectivement, 600 000 déplacés après, plus de 55 000 réfugiés au Nigeria plus tard, près de 3 000 morts restés malheureusement sur le carreau, si je puis m'exprimer ainsi.
deux régions totalement ravagées, 170 villages brûlés. Au bout de 3 ans, Paul Biya fait un discours, le président fait un discours, et on trouve que c'est historique. Alors, Madame Lehmann disait, chose qu'on règle ou qu'on ne règle pas. Je crois que c'est vrai, elle ne pouvait pas mieux dire. Et on ne pouvait pas mieux illustrer, chose qu'on ne règle pas. Parce qu'il faut quand même refaire un peu l'histoire de cette crise dite anglophone, qui est quand même à la base des revendications catégorielles, que le président Biya rappelle d'ailleurs. Tout à fait. Revendications catégorielles émanant des avocats, des enseignants, ensuite des étudiants, qui n'ont pas été réglées. C'est-à-dire qu'à la base, certes, il y a un contentieux historique dans cette région-là, mais en fait, quand on refait la genèse de ce qui s'est passé, ça n'était pas ça l'objet des manifestations. Les manifestations ne visaient pas la sécession. Les manifestations, ce n'était pas les ambazoniens qui défilaient pour dire maintenant on veut la séparation, etc. Ce n'était pas ça. À l'origine, en fin 2016, quand le conflit démarre, ce sont des revendications catégorielles. Et comme d'habitude, le régime de Biya a été incapable de répondre à ces revendications tout à fait légitimes. Et s'en sont suivies des manifestations, des marches. La seule réponse a été la répression féroce. Tout le monde se souvient, j'espère, des jeunes femmes qu'on a traînées dans la boue, face terre. On les a traînées dans la boue. On voyait les militaires rentrer dans les maisons pour chasser les gens qui avaient marché. À l'époque, il n'y avait pas d'armes. Les armes ne crépitaient pas. Et on a eu de cesse, dès le début, en tout cas nous, mon parti, l'UPC Manidem, mais pas que, je ne suis pas là pour dire il y a eu que l'UPC Manidem, c'est pas vrai. Mon parti, effectivement, dès le début, a alerté sur la gravité de la situation, sur le fait que ça risquait d'être l'escalade, et de nombreuses autres organisations l'ont fait, des autorités religieuses, notamment Monseigneur Toumi, etc. Il y a eu plein d'interventions pour dire stop, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est 3 ans plus tard, après moult pressions, d'abord intérieures, parce que les populations, d'abord, dans les régions même, les combats font rage, la situation est catastrophique pour les populations. 3 ans sans rentrée scolaire pour les enfants, une situation de dénuement absolu, des gens qui vivent dans les forêts, etc. On est retourné de 2-3 siècles en arrière, c'est terrible. Et maintenant avec des répercussions sur les autres régions, parce que bien évidemment, les déplacés internes vont aux 4 coins du Cameroun, sont à Douala, sont à Yaoundé, bien sûr, accueillis par les familles qui elles-mêmes n'en peuvent plus, parce qu'il n'y a aucune infrastructure, il n'y a aucune condition n'est créée pour accueillir ces familles dans le dénuement. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc ce discours-là, sincèrement, ce dialogue, moi je n'y crois absolument pas, nous n'y croyons pas, parce que, et je pense que véritablement d'ailleurs, les armes continuent à crépiter dans la région. De venir sur la question qui plus est, quand on regarde les interlocuteurs, on y reviendra dans le détail. On revient sur la partie du dialogue. Mais d'abord sur le discours, est-ce que quand on a annoncé que le chef de l'État allait prononcer un discours, est-ce que vous étiez impatient d'écouter? Est-ce que vous vous attendiez à ses propos? Est-ce qu'il propose notamment un dialogue national? Vous, quand on vous dit tout de suite, le chef de l'État va faire un dialogue, à quoi est-ce que vous êtes? Non, mais de toute façon, si véritablement il y avait eu une véritable volonté de désamorcer la situation de tension et de crise, il y avait, beaucoup de forces l'ont dit, des préalables. Les préalables, c'est quoi? Déjà libérer les gens qui sont injustement incarcérés. Il y a plusieurs centaines comment dirais-je, de citoyens anglophones qui ne sont pas des sécessionnistes, qui n'ont pas pris les armes, qui sont dans les prisons depuis le début, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Mancho Bibixi, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pris les armes? Il y a plein, on pourrait en citer jusqu'à demain matin. Donc tous ces gens, si véritablement il fallait lancer, au moins poser des actes qui auraient pu nous déstabiliser en se disant, ben là, il se passe quelque chose, il y a un frémissement, il y a quelque chose. Mais là, dans l'immédiat, il n'y a rien, à part dire, on va faire des consultations. Donc, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Quand on voit la liste des organisations, des gens qui vont être reçus,
Alors on dit il y a autre parti, il y a autre ceci, bon alors c'est un fourre-tout, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, mais bon bref voilà. Donc vraiment, il n'a pas le choix, y compris qu'il risque d'être lâché par ses soutiens. Il y a la France, l'Union européenne, il y a les États-Unis, etc. Tous ces gens-là font pression également. Donc je parle d'abord des pressions intérieures, parce que c'est d'abord le peuple camerounais qui s'est mobilisé, les anglophones, mais pas que, l'ensemble des Camerounais qui disent stop, il faut que ça s'arrête. Et ensuite, il y a la communauté, entre guillemets, la communauté internationale. Et ça, à un moment donné, face à tout ça, il est bien obligé d'envoyer quelques signaux. Mais malheureusement, tel que c'est engagé, il a intérêt à poser de vrais actes à l'issue de ce dialogue s'il veut que ça calme un peu le jeu. Très bien, merci beaucoup. Madame Oyo, je suis très embêtée parce que j'ai l'impression de refaire moult émissions sur la crise anglophone. Je pense qu'on en a parlé. C'est quand même le sujet du jour. C'est toujours d'actualité, Madame Lehmann. Quand j'ai lu votre c'est pas nous qui faisons l'actualité. Quand j'ai lu on parle du dialogue national, du discours du président. Mais qui est une réponse à quoi? J'entends de manière récurrente les mêmes choses. Enfin, j'aimerais qu'on s'entende. Soit on parle du discours du président et du dialogue national. Qui a porté sur quoi, Madame Lehmann? Voilà, donc c'est aberrant, c'est difficile. Qu'on soit autour de la table, sur la situation il me semble, dans ces deux zones, non? il me semble, chère Madame Epania, que nous sommes là pour bâtir l'avenir du Cameroun. Oui, vous êtes en permanence dans l'imparfait. On aurait dû. Maintenant, le président convoque le dialogue national. Ils ne vont pas ressusciter, je suis d'accord avec vous, mais essayons d'avancer. Oui. On est avant. Les 170 villages rasés, là, ils ne vont pas se reconstruire. Essayons d'avancer, de parler au futur et au présent, s'il vous plaît. Mais qu'ils posent des actes, qu'ils libèrent les prisonniers. Excusez-moi. Ce sera un acte très concret, Madame Lehmann. Très bien. J'aimerais que l'on revienne sur la raison du discours du chef de l'État. Vous dites, Madame Lehmann, que selon vous, il n'est pas nécessaire de revenir sur cette crise anglophone qui est pourtant l'actualité qui nous concerne. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que là, nous sommes sur ce plateau pour construire l'avenir du Cameroun. On sait les uns et les autres ce qui s'est passé. Le nombre de morts, d'écoles fermées, le nombre de mutilations. On a vu tout ce qui s'est passé. Donc là, autour de la table, j'aimerais que nous ne soyons plus dans ce... Enfin, on a fait des émissions sur la crise anglophone. On en a fait des émissions. Est-ce que pour vous, le dialogue national, c'est la solution à la crise anglophone? Tel qu'il est présenté, le dialogue national proposé par le chef de l'État, est-ce que pour vous, c'est la solution à la crise anglophone? Il faut bien qu'on parle ensemble, qu'on construise quelque chose entre Camerounais. Pour moi, c'est la solution, en tout cas, au niveau où nous sommes du conflit. Les Camerounais ont besoin de se mettre autour de la table pour parler du Cameroun. Il n'y a pas que la crise anglophone. Si vous avez bien écouté le discours, puisque vous voulez qu'on parle de la crise anglophone, le chef de l'État l'a dit, que les revendications corporatistes, je reviens dessus parce qu'on en a parlé, on dit des ambitions sécessionnistes. Ça veut dire qu'il y avait un agenda caché, aujourd'hui qui est révélé. Donc maintenant que l'agenda caché est révélé, on a les interlocuteurs avec lesquels on peut dialoguer. Le dialogue doit être tendu, comme il a dit, pour pas qu'on ait un dialogue seulement pour le sud-ouest et le nord-ouest. Le dialogue aujourd'hui, on voit bien qu'à partir de la crise anglophone, on a besoin de repenser la maison Cameroun. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est Camerounais? Qu'est-ce qui nous réunit plutôt que de parler de ce qui nous divise? C'est pour ça que j'ai du mal à revenir sur des choses qui nous divisent. Parlons de l'avenir, dont je pense que la perche que le chef de l'État nous tend à travers ce dialogue national, c'est quand même une évolution notable. On nous parle, on est là dans la démocratie participative, où on demande aux citoyens de venir débattre de quel pays ils veulent avoir. Parlons de cette évolution. Très bien. Alors, moi, je pense que la posture de Madame Lehmann traduit vraisemblablement ce que risque d'être la posture dans le cadre de ce dialogue national, c'est-à-dire qu'on réunit les gens, quand même, principalement, et d'abord, par rapport à ce qui se passe au Nosso, hein, donc au nord-ouest et sud-ouest, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire Nosso, il y en a peut-être, s'il y a des non-camerounais qui nous écoutent,
c'est quand même d'abord ça. Alors même si ça a des répercussions sur d'autres choses et que ce sera l'occasion de parler d'autres aspects de la vie nationale du pays, il n'en demeure pas moins que c'est quand même ça le noyau central de ce qui nécessite ou ce qui impose ce dialogue national. Et là, elle nous dit, il ne faut pas parler de ce qui se passe au nord-ouest, sud-ouest. C'est quand même extraordinaire, alors que c'est quand même ça, le centre même, le cœur. C'est assez désagréable de déformer les propos. Pardon, mais vous dites ce que j'ai pas dit. Vous rectifierez après. On va montrer qu'on est des gens très très alignés. Oui, mais si vous déformez mes propos tout le temps, c'est difficile. C'est difficile. On la laisse juste finir. Donc, je pense que, évidemment, que c'est l'aspect central de la raison de ce dialogue-là. Après, bien entendu, il semblerait qu'on parle d'autres, il soit possible de parler d'autres aspects. Je pense que j'ai parlé des préalables. Il était important d'envoyer un signal fort pour montrer qu'on se projette véritablement dans un dialogue sincère, où on inclut un dialogue inclusif. Vous remarquerez que l'inclusif n'est pas dedans. Dialogue national, il n'y a pas inclusif. Quand on disait inclusif, on a dit non, ça va pas de soi. Et ça va d'autant mieux en le disant, comme dit l'adage. Hein, ça va d'autant mieux en le disant. Pourquoi on dit inclusif? Parce que c'est y compris les groupes séparatistes, y compris ceux qui sont censés, entre guillemets, être vos ennemis, vous les mettez autour de la table. C'est important. Parce que sinon, on continue à se tirer dessus dans le nord-ouest et sud-ouest, comme si de rien n'était. Si les principaux protagonistes ne sont pas impliqués dans ce prétendu dialogue, mais alors de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? On va parler avec des gens qui n'ont aucune prise sur ce qui se passe au Nosso. Après, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est d'autant plus important. Si moi je suis impliqué dans un problème et je suis au cœur de ce problème-là, on va inviter tous mes voisins, moi on ne va pas m'inviter alors que c'est moi qui ai prétendument créé le problème. Donc il y a quand même un non-sens à ne pas réunir autour de la table les principaux protagonistes. Ça pose problème. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas être bourreau et victime. C'est pas possible. Selon comment on voit les choses. C'est pas possible. Donc, il aurait fallu un comité préparatoire pour effectivement... Alors, est-ce que selon vous, ce comité... Dans lequel aurait été le RDPC, les instances gouvernementales, bien évidemment, mais qui n'aurait pas eu la mainmise, qui dit c'est toi tu viens dans le dialogue, toi tu es impliqué dans le dialogue, toi tu l'es, moi toi tu l'es pas, ou toi tu ne l'es pas, et ainsi de suite. Mais non, tu ne peux pas être jugé parti, c'est pas possible. C'est pas possible, ça vise... les choses sont viciées d'avance. Mais donc c'est problématique. Qui est mieux placé pour organiser un comité préparatoire qui vient d'où, qui serait formé à partir de quel qui serait formé de représentants du gouvernement, mais aussi de représentants de la société civile, de représentants de forces politiques, de représentants de forces religieuses, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble des protagonistes qui sont impliqués dans ce dialogue-là constituerait ce comité préparatoire et veillerait à ce que les choses se passent de la meilleure des manières et contrôlerait que le processus se passe correctement, etc. Il n'y aurait pas que le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas faire la pluie et le beau temps parce qu'il est en partie, et même pas en partie, il est responsable du pourrissement de la situation. Il est complètement responsable. Il est complètement responsable. Personne d'autre n'est responsable. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure le fait qu'on est parti de revendications catégorielles. Je revendique, je suis avocat, common law, etc. Je revendique, je suis enseignant. Je dis non, il y en a marre qu'on nous envoie des enseignants francophones qui parlent à peine l'anglais, etc. Je revendique. Et je commence à me faire tirer dessus, on me met en prison pendant des années et des années. Et qui plus est, en me déférant devant des tribunaux militaires. Mais il a promis là justement de ne pas... Mais ça suffit, ça suffit. 36 ans qu'on nous fait des promesses. Madame Lehmann, comment est-ce que vous vous organisez? C'est assez impressionnant comment Madame Epaya peut dire une chose et son contraire. Ah bon? Elle dit, il faut que le dialogue réunissent les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut que le dialogue soit inclus. Comité préparatoire, madame. Non, mais je reprends, si je l'ai mal compris, vous me rectifiez. Vous dites, le dialogue concerne principalement les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Jusque-là, on est d'accord. Vous dites, le dialogue doit être inclusif. Et vous dites, le dialogue concerne principalement, alors soit il est inclusif, soit il est exclusif.
Parce que s'il concerne, s'il concerne principalement les zones du nord-ouest et du sud-ouest, il n'est plus inclusif. Il est exclusif. Mais pas du je fais exprès, je fais exprès de vous amener par là. Non, je ne défends pas vos propos. C'est vous montrer comment les représentations que vous avez, vous dites, le gouvernement organise le dialogue tout seul. Il faut les autorités religieuses. Mais c'est déjà fait. Vous avez semblé avoir le tableau des convocations. Il y a des autorités religieuses. Elles sont peut-être pas encore programmées dans ce tableau, mais il est question que tout le monde participe à ce dialogue. Voyez comment vous êtes déjà construite de manière à dire que le gouvernement va organiser un dialogue tout seul. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit... Si vous pouvez me laisser terminer, Madame Epagna a parlé pendant... Mais, Madame Oyo, ce n'est pas la peine de m'inviter. Je vous dis, régulièrement, vous le faites. Vous m'invitez et vous êtes, et vous me dites, ça fait 36 ans que vous êtes, au fait, vous êtes journaliste ou vous êtes... Enfin, je veux comprendre. Madame Lehmann, soit on discute ensemble, soit vous discutez toute seule. Parce que j'ai l'impression d'avoir deux Madame Epagna en face de moi. C'est extraordinaire. Non, moi, c'est Madame Orio. Voilà, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Je vous pose la question. Les termes de ce dialogue national, vous avez lu les termes de ce dialogue national? Les termes de référence. Est-ce que vous pouvez comprendre la critique qui dit que tous les thèmes ne sont pas exposés dans ce dialogue national, qu'on aimerait parler d'autre chose? Est-ce que vous l'entendez? Le président de la République a dit « je vous ai écouté ». Mais est-ce que quand on a posé les thèmes de ce dialogue national, est-ce que vous, au sein de votre parti, il y a des personnes qui vous disent on trouve que les thèmes ne sont pas assez, finalement, il n'y a pas assez de thèmes qu'on devrait mettre sur la table. Quel thème? La forme de l'État, par exemple. Écoutez, le président de la République, il est encore président de la République quand même. Non mais il faut... Non, laissez-moi terminer. Il va falloir que les Camerounais sachent qu'il y a un président de la République qui définit, qui exerce ses fonctions, qui définit la feuille de route et la manière dont les choses se passent au Cameroun. Il y a un seul président de la République. C'est important qu'on rétablisse l'autorité parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été occulté au Cameroun. Pour le moment, qu'on le veuille ou pas, le président de la République du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est à lui de dire ce qui doit se passer quand il y a des problèmes au Cameroun, la légitimité et le vote qu'on lui a donné. On n'est plus en campagne électorale. Paul Biya, monsieur Paul Biya est président de la République. C'est lui qui définit. Il a défini la feuille de route. Si vous regardez son discours, il a dit, j'ai donc décidé de convoquer le dialogue. Mais enfin, le discours, il est partout. On peut le lire. On parle tous français. Il a commencé par faire un état de lieu, rappeler ce qui s'est passé, constater ce qui n'a pas marché, les échecs. Il n'a pas dit, j'ai tout réussi depuis 3 ans. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vous ai entendu, j'ai consulté, j'ai écouté. Maintenant, j'ai décidé de convoquer un dialogue national. Il a donné la feuille de route de ce dialogue. Il a dit comment, Madame Orio. D'après vous, tous les termes de ce dialogue répondront... Monsieur Paul Biya a donné une feuille de route. Il a donné les thèmes essentiels. L'unité nationale, l'intégration nationale, la décentralisation, les infrastructures, la couverture sanitaire, le système éducatif, la diversité culturelle, le bilinguisme, etc., etc. C'est une orientation. Mais enfin, il a en face de lui des adultes qui ont un cerveau, qui sont capables de réfléchir. Donc, on ne va pas s'arrêter. On voit les liens entre ces thèmes. On comprend bien aujourd'hui que si on a eu cette crise, rappelons quand même les bases de cette crise pour ne pas refaire la crise. Quand les personnes commencent à avoir des revendications identitaires, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans le fondement même de pourquoi on fait Cameroun. C'est pour ça que ces revendications. Donc le président Paul Biya, le comprenant, il a voulu élargir sur les choses qui peuvent faire des freins à cette appartenance à la maison Cameroun. Donc, on ne va pas me dire que le président Paul Biya, parce qu'il a cité des thèmes essentiels, a circonscrit le travail qui doit être fait. Je refuse d'entendre cela. Juste une dernière question. Comment est-ce qu'au sein du RDPC, vous organisez-vous pour participer à ce dialogue national, ici notamment à Paris?
Comment on s'organise? On s'organise comme le parti au pouvoir, qui a tiré des leçons de ce qui s'est dit. On s'organise, on fait des commissions. Pour le coup, elle parle de commissions préparatoires. Nous, on a des commissions au sein du RDPC qui ont été faites en fonction des thèmes, justement, qui sont les thèmes de la feuille de route. Couverture maladie, couverture universelle, on liste, on regarde des personnes qui peuvent apporter des choses au Cameroun, parce qu'il ne s'agit plus de parler de ce qui n'a pas été fait ou de ce qui est fait. Maintenant, on regarde l'avenir du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut pour que les Camerounais aujourd'hui soient bien soignés, sans que leur portefeuille... Vous me laissez parler, s'il vous plaît, parce que sinon, Madame Henriot, je suis désolée, mais vous me laissez parler. Non, je ne crie pas. C'est assez désagréable. Vous me posez des questions orientées. Je suis désolée. En quoi sont les questions orientées? En quoi est-ce qu'elles sont les questions orientées? Vous me demandez si les thèmes permettent de penser. Je suis dans mon travail, je vous pose des questions, vous êtes bien là pour ça. Voilà, si vous me posez des questions. Voilà, Madame Lehmann, s'il vous plaît, on n'est pas là. Vous venez de dire qu'on n'est pas jugé parti. Donc, si vous êtes jugé parti, madame, et vous criez fort. Au sein de l'UPC Malidem, comment est-ce que vous vous organisez-vous pour participer à ce dialogue national, même si vous avez souligné un certain nombre de points? Déjà, je voudrais revenir sur une chose. Quand on dit le président Paul Biya est le président et que, en fait, c'est le roi soleil, quoi. Enfin, comme disent les Français, c'est le roi soleil. Il a tous les pouvoirs, il peut décider de tout, qui l'invite, comment il organise le débat, quel doit être le contenu du débat. Il définit la feuille de route. Comment ça, il définit la feuille de route? Le pays va mal. Le pays est au bord du gouffre et tu définis tout seul la feuille de route parce que après 36 ans, il réalise qu'il est président. Il réalise qu'il est président. Enfin, je veux dire qu'il serait quand même temps de réaliser qu'il est président et que le Cameroun traverse une crise majeure, bien sûr au Nosso, mais pas que. Bien sûr, Madame Lehmann a énuméré tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui va bien dans ce pays. Aucun secteur, alors qu'on a tout le potentiel. On a sur le plan humain, on a les potentialités sur le plan humain qui peuvent travailler dans tout un tas de secteurs et permettre à ce pays de se développer. Sur le plan des richesses du sol et du sous-sol, on a absolument ce qu'il faut, etc. Et on a été, il y a quelques décennies, la locomotive de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on est la risée, on est au banc presque au banc de l'Afrique, je dirais. Un pays qui a ce potentiel-là, après 36 ans, après 60 ans d'incurie. Parce que c'est pas 36 ans, c'est 60 ans. Biya est le fils spirituel d'Aïdjo. Donc c'est la même chose. S'il n'y avait pas les gilets jaunes en France, j'allais dire que le Cameroun est particulier. Heureusement. Comment est-ce que vous organisez? Alors, la manière dont on organise les choses, c'est que nous sommes, évidemment, nous avons des instances au niveau de la base, mais aussi au niveau des instances de direction, qui discutent du contenu et de ce que nous, la manière dont ce dialogue devrait s'organiser et devrait se construire. Et nous sommes dans des structures, on est dans le Front citoyen, nous sommes dans Stand-up, nous discutons avec nos partenaires, nous discutons avec les populations dans les quartiers pour recueillir leur point de vue sur la manière dont les gens ne sont pas du tout contents et satisfaits. Sauf qu'on est dans un tel état de blocage et de répression systématique que enfin, les compatriotes se disent, mais enfin, on sort du tout répressif, parce que maintenant, tu es de la diaspora, tu mets ton pied au Cameroun, tu te fais carrément embastiller dès l'aéroport, parce qu'on considère que tu es potentiellement de la basse, la brigade anti-sardinard, tu es forcément contre le régime. Est-ce que le dialogue national justement va peut-être pas changer les choses, c'est-à-dire que va améliorer? Mais il y a un compatriote, Wilfried Siewé, je crois, qui vit en Allemagne, qui est allé passer ses vacances avec sa famille. Le gars, on a trouvé un bouquin de Camto dans ses bagages. Il est en prison depuis des mois et on ne le libère pas. Sa femme, tous les jours, fait des vidéos pour dire « libérez mon mari ». Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en famille, passer ses vacances au pays. Et ce gars se retrouve dans les geôles camerounaises depuis des mois et des mois. On ne sait pas pourquoi. Un jeune, Raymond Anama, un jeune qui faisait une vidéo à côté de la poste à Yaoundé, avec 5 autres compatriotes, une vidéo, il disait non, il faisait des commentaires sur le pays, etc. Depuis le mois de mai, ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient une vidéo, juste une vidéo. Ils sont en prison. Pourquoi?
Mais libérez-les, au moins vous allez poser des actes concrets. Libérez-les. Hein, ces 6 jeunes sont déférés devant le tribunal. Ils sont passés encore, ça fait 3 fois qu'on reporte leur procès. Tribunal militaire, bien entendu, avec le risque de peine de mort, parce que c'est ça. Ils tombent sous le coup de la loi. Est-ce que quand vous allez vous présenter justement aux instances qui sont là pour initier le dialogue national auprès de la diaspora, est-ce que vous pensez qu'il est aussi possible d'aborder ces thèmes-là, par exemple? Vous savez, la seule chose qui peut contraindre et forcer ceux qui voient à orienter autrement les choses et à les orienter de la bonne manière, c'est la pression populaire. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est la pression populaire qui fera tomber ce régime, parce que ce régime-là est honni par tous les Camerounais. Même beaucoup de militants qui sont partis du RDPC. Honni, ils savent très bien que ça va très très mal au Cameroun. Ça va très très mal au Cameroun et eux-mêmes le savent. Et dans les cercles privés, ils le disent, qu'il n'y a rien qui va dans ce pays. Il n'y a rien qui va. Donc, ils le savent, ils le disent et ils ont intérêt à bien choisir et à bien savoir quelle feuille de route eux-mêmes se fixent individuellement. Parce que s'ils ne veulent pas que demain ça tourne kazakh et que on soit dans des règlements de compte absolument insupportables, il faut que chacun soit suffisamment objectif pour dire, y compris dans leur parti, hein, ce parti qui est une excroissance du parti unique, il faut qu'eux-mêmes fassent leur autocritique et qu'ils regardent les choses en face. Parce que Biya n'est pas éternel, il a 86 ans, ça fait 37 ans que ça dure, et tout ça va finir. Tout ça va finir. Il n'y a que la pression populaire, il n'y a pas autre chose. Alors un dernier mot, parce que hélas, on n'a pas beaucoup de temps et puis je dois recevoir d'autres invités sur cette question du dialogue national. Moi, je reviendrai comment on prépare à Paris. Vous avez vu, il y a une délégation qui arrive. Oui. Donc nous avons des propositions que nous avons recueillies qui vont être présentées dans un livre après avoir tenu des sous-commissions qu'on a appelé le livre blanc. Les propositions à partir de tous les thèmes. On a fait les liens entre les thèmes. On va profiter pour montrer notre livre blanc à la délégation. Et à partir de ce livre, je rappelle que la diaspora n'est pas au Cameroun, qu'il n'y a pas de répression ici et que vous avez tous assisté à des saccages de l'ambassade. Pour le coup, ce n'était pas l'horaire des PC, c'était les Camerounais qui ont souffert de voir leurs passeports qui ont été saccagés. Voilà, donc je voudrais quand même dire que c'est impressionnant comment on peut être dans une situation grave au Cameroun qui joue sur notre unité, et puis les gens continuent à se passer pour des militants du RDPC et même à imaginer ce que les militants du RDPC peuvent penser dans leur tête. Moi, j'ai envie de dire que je suis venue aujourd'hui, vous connaissez les contextes, parce que c'est très grave ce qui se passe au Cameroun, et je suis une citoyenne d'abord de la diaspora. J'aime le Cameroun. Aujourd'hui, que les personnes qui aiment le Cameroun aient un autre discours, qu'elles apaisent, plutôt que d'allumer, de continuer à allumer le feu, parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un Rwanda bis juste parce qu'on a envie que M. Biya parte du pouvoir. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a des prétextes qui nous permettent de penser le Cameroun de demain, et moi, je suis là pour ça. Au nord-ouest et au sud-ouest, c'est déjà le Rwanda bis. Vous voulez que ce devienne le Cameroun ne sera jamais un Rwanda. Veillons justement à ce que ce qui se passe au Nosso ne se généralise pas à l'ensemble du pays. Moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faut une commission préparatoire. On va voir si au lendemain de ce dialogue national, il y aura une once de résolution des problèmes et si les balles vont arrêter de crépiter au Nosso et si les déplacés internes vont commencer à revenir dans les régions, si l'école va recommencer, etc. On verra concrètement dans les semaines qui suivront les solutions concrètes. Moi, je dis il faut libérer tous les prisonniers politiques, y compris les prisonniers de la crise post-électorale. Les Camto et tous les militants, je ne suis pas du MRC, mais je suis une démocrate, je suis pour qu'on construise un état de droit. Et sachez aujourd'hui, les pompes du régime qui sont aujourd'hui en prison, ça peut arriver à n'importe lequel de ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui. Hein. Donc sachez que quand un état de droit est présent, il défend tout le monde et c'est important pour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on reviendra sur le dialogue national. Je rappelle qu'il a lieu donc, du 30 septembre au 4 octobre. Et on a fait un petit tour, on est parti à Bruxelles pour interroger des Camerounais pour voir ce qu'ils pensaient. On est parti également au Canada. Je vous propose que l'on écoute et je vais recevoir d'autres invités. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Merci à vous. Je voudrais également remercier le chef de l'État pour cette main tendue à l'égard de la diaspora par rapport à ce grand dialogue. Vous avez suivi son discours, il a plusieurs fois insisté sur la participation de la diaspora à cette grande rencontre nationale. Preuve que ces enfants
de l'intérieur comme de l'extérieur, le tiennent à cœur. Je tenais donc à lui rendre un fervent hommage et témoigner de reconnaissance par rapport à cette action, cette main tendue du chef de l'État. Il s'agit bien sûr d'une diaspora de développement, d'une diaspora constructive, et nous sommes convaincus que ceux d'entre nous qui sont appelés à apporter des contributions le feront dans le sens de la construction nationale, de la paix et de l'unité nationale. Car c'est l'intérêt national qui compte. Et ça a toujours été le leitmotiv du chef de l'État, de vivre ensemble, garantir la paix, la stabilité du Cameroun. Donc je profite pour exhorter nos compatriotes, la diaspora, à saisir cette main tendue du chef de l'État pour participer de façon constructive, ordonnée et responsable à ce grand dialogue en émettant des suggestions crédibles, constructives, vont permettre de dégager des recommandations qui contribueront à coup sûr à renforcer le tissu de paix, le tissu de solidarité et de développement national au Cameroun. Car le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Chacun doit œuvrer à son niveau pour soutenir les actions du chef de l'État et garantir pour permettre un Cameroun prospère, un Cameroun qui pourra atteindre sans aucun doute l'émergence en 2035, comme préconisé par le président de la République. Suite à la déclaration du chef de l'État convoquant justement le grand dialogue, ils sont venus remettre une motion de soutien, d'encouragement et de remerciement au chef de l'État pour cette initiative. Comme je l'ai dit, je prends le document que je transmettrai à qui de droit, parce que c'est à lui que le document est adressé. Je ne sers que de courage de transmission. Et vous avez entendu, je les ai remerciés déjà pour apprécier leur démarche, qui est la toute première officielle. J'ai eu d'autres groupes qui m'ont appelé au téléphone, mais eux, ils ont eu les premiers à venir faire le groupe, donc c'est pour ça que je les ai félicités et leur dit que j'espère que par ce geste, ils vont continuer à essaimer la bonne parole pour que au Cameroun redevienne ce que nous étions, nous avons toujours été ici, un havre de paix où les Camerounais vivent ensemble, vivent en communauté, à travers l'ambassade où on essaie de faire l'effort de les réunir tous. Donc, comme je dis, c'est d'autant plus pour ces raisons que j'apprécie le geste qui a été fait. Alors, moi, je m'appelle Paul Miki Rwamba, je suis journaliste à Ouagadougou, au Burkina Faso. D'abord, je voudrais dire que c'est avec beaucoup de regrets que nous vivons justement depuis le Burkina Faso cette crise au niveau du Cameroun, la crise anglophone. Il est bien dommage en Afrique, au moment où nous parlons de plus en plus de l'unité africaine, que nous ayons un pays à l'intérieur de l'Afrique qui connaît une crise de division entre les fils du même pays qu'est le Cameroun, avec justement une crise basée sur le bilinguisme, deux langues, le français et l'anglais, qui sont des langues étrangères au Cameroun. C'est assez dommage pour un État africain comme le Cameroun. Maintenant, en ce qui concerne le discours du président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, je voudrais d'abord dire que c'est un discours qui, évidemment, était attendu non seulement par les Camerounais, mais également par les Africains en général, parce qu'il était important, il était temps pour le chef de l'État de se prononcer sur cette crise qui est observée au Cameroun depuis un certain nombre d'années, et également surtout de prendre des décisions assez importantes en termes donc de solutions à cette crise. On a vu le chef de l'État qui a été un peu sincère de mon point de vue dans son discours, parce qu'il y a eu d'autres discours avant où il n'avait pas eu ce degré de sincérité. Maintenant, il reste à savoir si toutes les propositions de solutions qui ont été proposées et par le chef de l'État seront mises en œuvre. On retient d'essentiel de ce discours qu'il a promis, ce dialogue national au Cameroun, et déjà on a constaté que les choses sont en train de se mettre en place puisqu'une date est déjà connue. Le dialogue devrait commencer le 30 septembre 2019 et on ne peut qu'espérer que ce dialogue va aboutir justement à des propositions concrètes pour permettre aux 20% de Camerounais anglophones de se considérer à nouveau comme étant des Camerounais à part entière. Alors, le président du Cameroun a proposé ce dialogue national pour la fin de ce mois et on espère en tout cas qu'à l'occasion de ce dialogue, la question de l'amnistie qui est en débat également au Cameroun, l'amnistie pour les leaders anglophones qui sont en ce moment en prison sera abordée à l'occasion de ce rendez-vous, parce qu'on a vu déjà beaucoup de gens qui s'attendaient déjà à ce que le chef de l'État prononce l'amnistie générale pour les leaders anglophones en prison à l'occasion de ce discours, mais je pense que c'est un peu très tôt parce qu'il faut faire un discours, annoncer un dialogue national
Et à l'intérieur de ce dialogue national, la question de l'amnistie pourrait être un élément. D'ailleurs, c'est dans quelques jours seulement que le dialogue s'ouvre. Certainement que l'amnistie sera donc décidée à cette occasion. En même temps, il faut également dire que pour ce qui se passe au Cameroun, je pense bien que la solution à cette crise au Cameroun ne devrait venir que des Camerounais. Il ne faut pas s'attendre à ce que un pays européen, que ce soit la France, la Belgique ou n'importe quel autre pays, ou même l'Angleterre, soit donc l'apporteur de solutions à cette crise au Cameroun. Donc il est important que les Camerounais se parlent entre eux et qu'il y ait un dialogue véritablement sincère, parce qu'il s'agit là de personnes qui se connaissent très bien. Il suffit simplement que ces personnes décident de se retrouver sur la même table et que l'on pose sur la table de discussion avec beaucoup de sincérité la question de la zone anglophone au Cameroun, parce que les Camerounais de la zone anglophone ont également besoin de se sentir des Camerounais à part entière. Donc je pense que ce dialogue est le bienvenu. Bon, une chose est de programmer un dialogue, une autre chose également est d'avoir un dialogue véritablement sincère. Donc on attend les prochains jours pour voir ce que ce dialogue va avoir comme contenu pour permettre justement au Cameroun de sortir de cette situation qui n'a que trop duré, parce que nous sommes au regret de constater que cette crise, cette violente crise de la zone francophone a fait déjà quelques milliers de Camerounais qui ont perdu la vie dans cette affaire. On espère que ça va prendre fin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors je vous reçois pour la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que le contexte, c'est toujours le discours du chef de l'État prononcé mardi 10 septembre, dans lequel il annonce le dialogue national comme solution de résolution, en tout cas pour la crise dite anglophone. Augustin Tchameney, je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge des relations extérieures au sein du MRC. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, et ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Je reçois Jean-Jacques Njok. Je rappelle que vous êtes porte-parole du candidat à l'élection présidentielle Cabral Libye, qui a fait un score, troisième homme plutôt du pays. Bienvenue, c'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Merci, bien évidemment. Alors vous avez suivi un tout petit peu en partie les réactions au début du RDPC, UPC Manidem. Est-ce que vous avez écouté le discours du chef de l'État, et si oui, qu'est-ce que vous avez retenu? Je vais commencer par vous, monsieur Tchameney. Je regrette d'avoir pas pu suivre ce qu'en pensait le RDPC. Ça m'aurait beaucoup intéressé de savoir s'il y a eu discours, parce que pour moi, il n'y en a pas eu. Et si on peut penser effectivement que ce discours-là devait servir d'annonce à ce qui est désormais appelé le grand dialogue national, on peut s'interroger effectivement sur la pertinence d'un si grand discours pour si peu, parce qu'en réalité, c'est un discours qui n'a rien annoncé d'extraordinaire, qui a duré 30 minutes, c'était trop long, et ça nous a pris beaucoup de temps, nous qui étions en attente du discours, à rester devant les téléviseurs, à espérer quelque chose qui n'est jamais venu, et qui a donné le sentiment d'un discours inutile. C'est tout ce que je peux dire de ce discours-là. Pour le reste, le grand dialogue lui-même, j'espère qu'on va pouvoir en parler plus largement. Je ne pense pas que les conditions, les préconditions plutôt, de ce qu'on peut appeler un dialogue, ce que le MRC appelle de ses voeux depuis au moins 4 années, si ça n'est plus, je ne pense pas que les préconditions requises sont accomplies. Là aussi, on pourra débattre plus largement. Pour le reste, je préhendis davantage en laissant s'exprimer mon contradicteur. Écoutez, je salue déjà vos téléspectateurs qui nous regardent. Et c'est aussi ici, présent l'occasion de remercier le président Cabral qui m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer à son nom sur vos antennes. Vous savez, le discours, nous l'avions attendu parce qu'il était annoncé dans les réseaux sociaux. Donc, sachant que la parole du chef d'État est très rare, il parle, je vous rappelle, 2 fois à l'année, le 11 février et je crois le 31 décembre, voilà les 2 moments. Le 20 mai aussi, des fois, ça lui arrive. C'était rare, mais c'est les 2 moments phares qui sont inscrits dans son agenda. Le discours, pour notre part, n'a pas été aussi trop révélateur. Vous savez, quand il a pris le pouvoir en 1982, il a fait son discours le 6 novembre 1982, il a donné 2 adjectifs, 2 qualificatifs, rigueur et moralisation. C'était le temps fort de ce moment-là. On a attendu après la tripartite en 1990 pour trouver encore un moment où il s'est adressé à la nation, il dit ok, après les émeutes de 1990, on va au débat.
Le troisième temps fort a été celui qui a eu le mercredi. Voilà les temps forts, tout au moins de sa magistrature, où le Camerounais, peut-être ça nous rajeunit pas en 92, mais c'était des temps forts où le pays attendait quelque chose. Il prenait le pouvoir en 86, il a parlé de ce qu'il allait faire, deux qualificatifs. Après, on a vu ce qui s'est passé. On est venu en 90, on a vu ce qui s'est passé. Il a fallu les émeutes pour qu'ils disent ok, on va se réunir. On est venu en 99, il a fallu 4 ans d'émeutes, 3 ans en 2016 pour dire ok, on va encore en discuter. Tout ce que nous espérons, c'est que cette fois-ci au moins, qu'on puisse tenir les engagements. À chaque fois, quand il prend un engagement, on se rend compte que tout ce qu'on décide après, on ne peut pas s'en tenir. Et si on a suivi tous les intervenants qui sont passés dans les différentes chaînes depuis l'annonce, avec ce dénominateur commun, est-ce qu'on va tenir compte de ce qui sortira de ce débat? Le débat en soi n'est pas mauvais. Tout le monde veut discuter, même dans un foyer, dans un couple, quand il y a une discussion, les gens s'asseyent. Maintenant, est-ce que les décisions qu'ils ont là-dedans, le discours a duré 30 minutes, les 20 premières minutes, il a fait la litanie de tout ce qu'il a eu à faire. Or, ce qu'il a eu à faire, tous ces ministres, le Premier ministre l'a demandé, tous ces... Bref, il a envoyé beaucoup d'émissaires. Et les armes ne sont pas tues. Le pays s'est toujours délité. Après que tous ces émissaires soient passés pour dire la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que sa parole sera sage ou pas? On n'en sait pas. Donc, nous espérons que le Conseil... Vous attendez, vous escomptez quelque chose de ce dialogue? Oui, parce que oui, on ne peut pas refuser un débat. Il faut être clair, même ici. Vous allez participer, vous vous organisez pour nous sommes des républicains. On va participer, toute concertation est toujours bonne à prendre. C'est le contenu et ce qu'on va faire de ce qui arrivera. C'est là où je suggère à mon copanéliste de plaider auprès des siens d'y participer. Parce que c'est un moment important de l'État. Maintenant, il faut qu'on ait nécessairement ce qu'on mettra. Je rappelle quand même qu'en 82, lors de la tripartite, il y avait 2 sujets qui étaient inscrits à l'autre jour. Mais au moment de la tripartite, beaucoup d'autres jours, l'autre jour a été changé. D'autres choses sont rentrées. On a même fait de bonnes résolutions. Maintenant, c'est le suivi qui a manqué. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui ont été offertes dans ce discours, qu'on peut ajouter beaucoup de choses. Maintenant, est-ce qu'il y a des garanties suffisantes pour que l'ordre du jour qui peut être amendé soit pris en compte? Ça dépendra des forces en présence lors du dialogue qui va durer du 30 septembre au 4 octobre. Très bien. Monsieur Tchameni, alors est-ce que le MRC, je vous pose la question, souhaite participer à ce dialogue et comment est-ce que vous organisez ici au sein de la diaspora? Cela veut dire que vous suivez suffisamment l'actualité Non, mais je préfère du MRC. Je vous ai sur mon plateau, vous pouvez au moins me le dire. Bien entendu. Ça évitera qu'on tombe dans les fake news et dans tout ce qu'on reçoit. Ah, très bien. Vous nous accusiez à tort, ou à raison d'ailleurs, d'être contre vous, quoi. Non, mais je ne vous ai jamais accusé de quoi que ce soit. Non, mais l'actualité du MRC sur le sujet est assez précise, j'ai envie de dire. Il y a eu un mémorandum du président national qui a été adressé par l'entremise de la vice-présidente et qui est très, très clair, qui fixe les préconditions d'une participation, j'ai envie de dire une participation présentielle. Parce que le MRC n'est pas totalement absent de ce dialogue, si on peut appeler ça dialogue. Bon, c'est un mot difficile à employer pour moi. On a appelé au dialogue bien avant tous les autres acteurs. On a fixé le cadre du dialogue, que je ne vais pas rappeler pour ne pas faire long. Et on a rappelé à maintes reprises ce cadre-là qui était souhaitable, une certaine neutralité, une certaine collégialité avec une diversité des personnalités impliquées, etc. On a tout rappelé cela. Donc, le mémorandum du président national du MRC aujourd'hui, c'est de dire simplement que la participation du MRC à ce dialogue est évidemment conditionnée par la libération non seulement de notre président, mais des alliés et de tous les autres prisonniers politiques. C'est une chose élémentaire. Nous avons mieux à faire en ce moment que de penser un dialogue. Et vous avez décapité notre parti, donc nous avons d'autres préoccupations. Donc c'est totalement légitime que nous ne puissions pas être présents. Pour vous, quelles sont les solutions justement à la crise, au problème qu'il y a dans le Nord? Oui, mais justement, c'est ce que je vous dis. Nous n'avons pas une participation présentielle. En revanche, nous ne sommes pas absents, puisque dans ce même mémorandum, on présente le cadre optimal pour aboutir à ce qu'on peut appeler un dialogue. À savoir quoi? À savoir faire en sorte que celui qui assure l'arbitrage du dialogue soit neutre. Le gouvernement ne peut pas créer son affaire
être celui qui décide de ça et celui qui reçoit et puis celui qui décide. Ce n'est pas un dialogue. D'accord? En plus... Vous proposez que ce soit qui selon vous très bien, là aussi le mémorandum est assez prolixe sur le sujet. On peut impliquer les acteurs nationaux et internationaux. Les acteurs nationaux, ceux qui sont neutres, on a des personnalités suffisamment propres au Cameroun pour pouvoir les impliquer dans ce dialogue-là, du fait de leur neutralité, mais on a aussi les institutions africaines, internationales, comme les Nations Unies ou certains partenaires internationaux, comme les États-Unis, comme la France, etc. On peut les impliquer. Ça permettrait d'avoir une certaine neutralité et une certaine objectivité dans ce qu'on veut faire. Alors, si maintenant vous faites un dialogue, puisque je vais faire un lien avec le discours, où le discours c'était finalement un fragment de provocation, où il a voulu rappeler à tort, j'insiste là-dessus, qu'il a été massivement élu. Bon, enfin, ça c'est des pics qui sont pas nécessaires. Celui qui a rédigé le discours peut nous faire totalement grâce de ce genre de passage qui ne sert à rien. Il a également